Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, on est ensemble pour 90 minutes comme tous les soirs, du lundi au jeudi à 18h et 22h sur Public Sénat. Vous le savez, la promesse, elle est contenue dans le titre de l'émission, donner du sens à l'actualité, se mettre au service du public, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Avec au sommaire de ce 14 novembre, cette question: Marine Le Pen sera-t-elle privée d'une 4e candidature à l'Élysée? Le procureur du tribunal correctionnel de Paris a requis hier soir 5 ans de prison, dont 3 avec sursis et 5 ans d'inéligibilité. Est-ce une forme de justice politique? Quelles seraient les conséquences d'une telle condamnation pour Jordan Bardella, mais peut-être aussi pour la longévité du gouvernement Barnier? On en débat juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de l'émission, cette proposition de la ministre de la Culture, faire payer aux touristes l'entrée à Notre-Dame de Paris. L'État ne pourra pas subvenir aux besoins du patrimoine seul au cours des prochaines années. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé en complément de cet effort plusieurs pistes dont on va peut-être parler. La tarification de l'entrée de Notre-Dame, qui pourrait dégager 75 millions d'euros pour financer la restauration de l'ensemble du patrimoine religieux en région. Est-ce la meilleure solution pour sauver le patrimoine religieux français? Un quart de nos monuments historiques sont en péril. Comment financer leur rénovation alors que les caisses de l'État sont vides? Est-ce notre place de première destination touristique mondiale qui est en jeu? Ne ratez pas l'analyse et la confrontation de nos experts. Ce sera dans 3 quarts d'heure. Mais d'abord, ce réquisitoire dans le procès des assistants parlementaires du Front National au Parlement européen, un séisme potentiel. Jonathan Dupriez. Les ambitions présidentielles de Marine Le Pen pourraient être contrariées. Le parquet a requis à son encontre une amende de 300 000 euros et 2 peines, 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, ainsi qu'une inéligibilité de 5 ans. Cette dernière serait assortie d'une exécution provisoire. Elle s'appliquerait donc immédiatement, même si Marine Le Pen fait appel. Je note que le parquet est extrêmement outrancier dans ses réclamations. Notamment la réclamation de l'exécution provisoire qui frappe de manière, dont il veut frapper l'ensemble de ceux qui sont poursuivis, y compris des assistants qui, par ailleurs, pour certains, n'ont jamais eu aucune responsabilité politique. L'ancien ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'en est lui aussi pris à cette possible peine d'inéligibilité. Un soutien posté sur la plateforme X, pour le moins inattendu. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. N'ayons pas peur de la démocratie et évitons de creuser encore plus la différence entre les élites et l'immense majorité de nos concitoyens. Une position dont s'est offusqué Xavier Bertrand, pourtant réputé proche de Gérald Darmanin. La démocratie, c'est aussi le respect de la justice. Et effectivement, dans les décisions que peut prendre la justice, il y a cette mesure. Et puis qu'on arrête avec le déni de démocratie que le Front National ne serait pas capable de présenter un candidat. Ils ont un candidat de rechange, il s'appelle Bardella, qui n'attend que cela. J'ai vu hier son tweet avec sa déclaration. Tout ça, c'est effectivement un grand numéro d'hypocrisie. Le président du RN, Jordan Bardella, dénonce lui un acharnement et une vengeance du parquet à l'égard de Marine Le Pen. Sur les réseaux sociaux, le parti d'extrême droite a même lancé une pétition et un hashtag en soutien à la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen sera-t-elle bientôt inéligible? Quelles conséquences politiques aurait une telle condamnation? On en débat avec Frédéric Matonti. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et autrice de ce livre Le genre présidentiel aux éditions La Découverte. Jean-Sébastien Ferjou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Fondateur, directeur d'Atlantico. Bruno Cotrez, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, chercheur au CEVIPOF et enseignant à Sciences Po. Et Sophie Dravinel, bonsoir Sophie. Bonsoir Thomas. Bienvenue, éditorialiste politique. Je rappelle ce réquisitoire, peine requise à l'encontre de Marine Le Pen. Il n'y a pas qu'elle, mais on va commencer en se concentrant sur son cas. 5 ans de prison, dont 3 avec sursis, 300 000 euros d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. On reviendra en détail sur l'inéligibilité. Je voudrais une réaction peut-être un peu plus générale pour commencer, Frédéric Matonti. Ce réquisitoire, vous le trouvez comment? Suffisamment détaillé, argumenté ou pas?
Alors, il est extrêmement argumenté, extrêmement long. Je crois que les commentateurs, hier, souffraient beaucoup de la longueur de l'intervention des deux procureurs. Oui. Très argumenté, il fait apparaître notamment le caractère systémique du détournement, sa durée. Il fait apparaître également comment ces détournements ont lieu au profit d'un clan qui est l'entourage familial des Le Pen, que ce soit le père, la fille, la sœur. Donc ça, c'était extrêmement visible. La somme, qui est très importante, 5 millions d'euros, autour de 5 millions d'euros. Il y a aussi cette insistance très précise du procureur qui revient à plusieurs reprises sur le rapport très distendu à la vérité des témoins. Et puis aussi un espèce d'agacement qui est apparu assez fréquemment sur le fait qu'ils se sont dérobés, qu'ils ont donné des argumentaires absolument farfelus. Bon, voilà. Oui, autant Marine Le Pen était plutôt pointue dans ses réponses, autant les assistants parlementaires européens étaient beaucoup plus flous. En tout cas, c'est ce qu'on a pu dire. C'est-à-dire, évidemment, comme on leur demande à chaque fois des preuves du travail effectué et que manifestement, il n'y en a pas beaucoup. Et ça a donné lieu à des moments quand même assez étonnants, c'est-à-dire Nicolas B reconnaissant par exemple que oui, c'est vrai que les documents qu'il présente ont un espèce de titre qu'il a ajouté par la suite. Enfin, des choses assez étonnantes. Je ne parle même pas de l'agenda de Jordan Bardella. Ouais. Jean-Sébastien Ferjou, donc on parle d'un détournement de fonds européens. C'est le cœur du dossier, évidemment. Est-ce que ces 2 mois d'audience, finalement, il y a ce processus d'accumulation, est-ce qu'ils ont été accablants pour le Rassemblement national d'aujourd'hui ou pour le Front national de l'époque ? À partir du moment où cette enquête existait, où cette procédure existait, oui, ils ont été accablants. Et vous le rappeliez, les magistrats relèvent le rapport distendu à la vérité. Mais une ligne de défense qui me paraissait assez absurde de la part de certains des membres du Rassemblement national. Moi, je pense qu'il y a 2 sujets qu'il faut distinguer. À partir du moment où cette procédure existe, la condamnation, elle est logique. Je ne vous parle pas de l'inéligibilité, mais la condamnation, elle est logique, incontestablement. Les personnes en question, elles ont vraisemblablement beaucoup plus travaillé, pas toutes, pas que et pas toutes, mais beaucoup plus travaillé pour le Rassemblement national en France qu'elles n'ont travaillé pour le Parlement européen. Derrière, il y a une autre question démocratique, c'est revient-il à un magistrat d'apprécier ce qu'est ou non, et d'ailleurs au Parlement européen lui-même, de décider ce qu'est ou non le travail d'un député? Parce que c'est quand même relativement absurde. Vous voyez bien qu'on fait tout pour que le Rassemblement national ne soit pas élu, et ensuite on vient leur reprocher de ne pas avoir essayé d'avoir une influence politique. Mais moi je rappelle qu'à l'époque des faits, les parlementaires du Rassemblement national n'avaient pas de groupe. Il fallait 25 députés pour avoir un groupe, ils étaient 23. Ils étaient donc non inscrits. Au sein du Parlement européen, ça équivaut à ne rien pouvoir faire. Donc, quelle logique y a-t-il vraiment à s'étonner qu'il n'ait pas essayé de travailler? Parce qu'on en vient encore à un autre sujet démocratique, et celui... Le fait qu'il n'ait rien fait, du coup. Comment? Ça justifie le fait qu'il n'ait rien fait. Enfin, qu'il n'ait rien fait pour le Parlement européen. Oui, moi, il me semble que c'est aux électeurs. Moi, il me semble que c'est aux électeurs de décider. Les électeurs, ils voient leur bilan. S'il y a un bilan dans la dernière campagne électorale aux européennes, beaucoup de gens ont pointé du doigt le fait que Jordan Bardella n'avait pas travaillé, n'était pas présent. Les électeurs ont quand même voté pour lui. Moi, je crois que la démocratie, c'est le fait que les citoyens soient assez grands par eux-mêmes pour décider. Et juste pour finir là-dessus, quand même, sur la question du financement de la vie politique, quand aucune banque française n'accepte de financer le Rassemblement national, c'est quand même très hypocrite de venir verser des larmes sur le fait que derrière, ils essaient de bidouiller. Oui, c'est de la bidouille, et oui, ça mérite une condamnation, mais toutes ces questions-là, elles sont sur la table, et elles existent, et elles pourrissent le débat, l'ambiance, l'atmosphère du débat démocratique. Et c'est pour ça que ce réquisitoire des 2 procureurs, rappelons, ce n'est qu'un réquisitoire. La décision sera rendue dans quelques semaines, mais c'est pour ça que ce débat est aussi intéressant. On écoute, avant de vous donner la parole, Bruno, la réaction de l'avocat du Parlement européen, Maître Patrick Maisonneuve. Le procureur a rappelé que tout le monde il y a une égalité de tout le monde des justiciables devant la loi, que ce soit un élu, un grand élu, ou que ce soit un citoyen sans mandat. Cette égalité devant la loi. Il y a des exécutions et des interdictions, ce qui concerne notamment les experts comptables qui ont été requises par le parquet. On reparlera longuement, évidemment, de la figure de Marine Le Pen, des conséquences de cette condamnation potentielle. Mais il n'y a pas qu'elle. C'est ça qui est intéressant aussi, Bruno Cotresse. Il y a d'autres figures du Rassemblement national qui sont en déséquilibre, là. Oui, bien sûr, et certaines figures même assez connues, qui ont joué un rôle très, très important. L'ancien trésorier du parti, qui était à une époque
assez fréquemment mise en avant par le Rassemblement national, des députés, Julien Audoul par exemple, ou d'anciens députés du RN, Nicolas Bay, qui était passé chez Éric Zemmour. Donc on voit effectivement un certain nombre de figures qui ont beaucoup incarné le Rassemblement national. Et de ce point de vue-là, effectivement, la charge du procureur était très, très, très forte sur l'idée d'un véritable système qui bénéficiait à un clan et à ses affidés. Donc effectivement, c'est globalement une période très compliquée, difficile pour le Rassemblement national, parce que le RN avait réalisé un certain nombre de progrès importants dans l'opinion sur une dimension qui était un de ses gros points faibles, que ça n'était pas un parti politique comme les autres. Qui est une question qu'on pose régulièrement dans les enquêtes d'opinion. Et le RN continue d'être perçu comme un parti qui n'est pas exactement comme les autres, mais il a fait aussi beaucoup de progrès sur cette perception. Et donc là, ça le ramène quelques crans en arrière, ça rappelle la période aussi de Jean-Marie Le Pen, ça revient au fond sur l'idée que le Rassemblement national était un parti qui était en dehors du système. Alors il y a un certain nombre de raisons qui viennent d'être évoquées, mais voilà, globalement, ça va pondérer de manière qui n'est pas positive pour le RN et pour Marine Le Pen, un certain nombre de progrès qu'il avait fait dans la perception de ce parti dans l'opinion. Alors on va parler des finances effectivement du parti avec une première question qui est liée au réquisitoire, puisqu'il y a potentiellement une amende de 4 300 000 €, dont 2 millions avec sursis requises contre le RN. Frédéric Matonti, est-ce que ça peut fragiliser le parti de Marine Le Pen Parce qu'ils disent, on a entendu Sébastien Chenu, enfin d'ailleurs on l'entendra tout à l'heure, ou Marine Le Pen dire il y a une volonté de ruiner le parti. Elle ira demander à Poutine, ça je crois que c'est pas très grave sur le fond. Non, c'est sérieusement, je pense que financièrement ça a effectivement un poids. C'est assez léger de le balayer comme ça. Enfin, ça reste plusieurs millions d'électeurs français. Je ne suis pas en train de balayer des électeurs. D'un point de vue démocratique. C'est quand même extraordinaire qu'on ne puisse absolument pas s'exprimer sans qu'on ait affaire à ce genre d'argumentaire. C'est-à-dire que si vous voulez qu'on parle démocratie, on va parler démocratie, parce que effectivement, la loi, la peine d'inéligibilité que vous trouvez profondément injuste, elle a été votée par le Parlement en 2016. On y revient dans un instant. Pardon, mais là je reprends la main. Inéligibilité, c'est dans 5 minutes. Okay. Donc restons sur le financement, si vous le voulez bien. Donc le financement, cette question, parce qu'effectivement, ce que disait Jean-Sébastien Ferjou tout à l'heure, c'est une question qui peut être légitime. Juste un mot pour vous dire ça, parce que vous pourrez l'intégrer à votre réponse. Quand des élus, j'ai le cas en tête de l'un des députés européens qui n'était même pas Rassemblement national, qui était Bleu Marine, quand sa banque française suspend son compte en disant « nous ne voulons plus travailler avec vous », au simple motif que vous êtes un élu du Rassemblement national, pardon, il me semble que dans une démocratie, chaque citoyen est égal. Autrement dit, ça justifie, si je comprends bien, que l'on tape dans la caisse du Parlement européen, puisque, en gros, les banques... Ça ne justifie pas, ça l'explique. Ça l'explique. Vous jouez sur les mots. Bien évidemment que vous êtes en train de dire que ça justifie. Je dis que la condamnation paraissait logique. De toute façon, on va entrer dans les jours qui viennent, dans une série d'arguties, pour expliquer qu'on a affaire à des poursuites politiques, à un complot. C'est la ligne de Marine Le Pen depuis hier soir, c'est la ligne de tous ses soutiens sur les réseaux sociaux. Donc, ça ne m'étonne pas qu'on entende ce genre de choses. Mais encore une fois, ça ne justifie rien. Et ça ne justifie encore moins rien, sachant que la ligne de Marine Le Pen, c'est toujours une ligne qui consiste à demander plus de justice, à expliquer que la justice est laxiste. Et là, elle s'indigne quand la justice s'attaque à elle, alors qu'il y a... Les faits sont avérés. Sur le budget du Rassemblement national, Bruno Cotrès, il faut quand même rappeler qu'on sort de 2 élections qui ont rapporté pas mal d'argent au parti. Donc la ruine, c'est potentiellement éloigné. Voilà, la situation financière du RN s'est beaucoup améliorée grâce aux élections législatives, puisque ce sont ces élections qui sont une des bases importantes du financement public des partis politiques. De ce point de vue-là, on avait quand même beaucoup de progrès en France au cours des 20-30 dernières années sur la question de légiférer sur ces questions, de clarifier les règles du jeu. Le financement est public. On rappelle qu'en France, il n'est pas possible à des personnes morales comme des entreprises de financer des candidats aux élections, comme c'est le cas aux États-Unis. Donc on a fait un autre choix. Les règles du jeu ont été pas mal clarifiées. Les partis politiques ont intégré progressivement, parce que c'est vrai que si on regarde il y a 20, 30 ou 40 ans, le financement de la vie politique était très souvent entaché de combines. On a regardé ces 20 millions de dotations par an liées aux résultats législatifs. Et côté européen, c'est 15 millions par an. Voilà, donc c'est un argument qui est utilisé, alors qui permet peut-être au Rassemblement national de rappeler qu'à une époque,
il était effectivement en grande difficulté financière. Est-ce que ça vous choque, ça? Le fait que ça a été finalement impossible pour le Rassemblement national de financer ses campagnes sans faire appel, je ne leur cherche pas d'excuses, mais sans faire appel à une banque étrangère, en l'occurrence. C'est sûr qu'il y a un sujet, on ne peut pas dire que c'est un non-sujet. Le fait que la vie politique puisse trouver des débouchés pour son financement et qu'il n'y ait pas de formation politique qui puisse dire je ne peux pas candidater, je ne peux pas participer à la compétition sur les mêmes bases que les autres parce que je n'ai pas accès à des moyens, c'est vrai que c'est un vrai sujet. Oui. Alors après, on peut revenir sur la question du financement public. Est-il bien, juste, que ça ne vienne principalement par les élections législatives? Est-ce qu'il faut avoir d'autres paramétrages du financement? Ce sont de bonnes questions. On ne peut pas les éluder, ce sont de très bonnes questions. Sophie, vous vouliez intervenir. Qui peuvent potentiellement concerner d'autres mouvements politiques que le RN. Oui, absolument. Et ce sont pour moi des questions qui vont être cruciales parce que ça va nourrir l'argumentaire, évidemment, du Rassemblement national et des électeurs du Rassemblement national en vue de 2027. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a eu de nombreuses condamnations de républicains qui avaient vraiment fraudé, qui étaient vraiment sortis de la loi et qui pourtant sont restés totalement soutenus par la population, voire renforcés par cette même population. Et évidemment que ce qui a été dit sur le fait qu'une banque aurait pu refuser, parce que je ne l'ai pas vérifié, donc je me permets de dire aurait pu refuser, c'est un titre de gloire. Et ça ne va absolument pas être un poids parce que la justice les aura condamnés. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on est dans cet éloignement des Français vis-à-vis de la justice. Dernier mot sur cette question du financement. Il faut ne pas céder à l'argument d'une facilité intellectuelle redoutable qui consiste à dire c'est le Rassemblement national, donc par définition c'est mauvais, et donc écarter la démocratie par ce biais-là. Parce que la question, elle se pose pour tous les partis. François Bayrou l'avait posé quand il avait, et personne ne dit ah tiens, c'est l'argumentaire des soutiens du Rassemblement national et ça n'est que dans l'intérêt du Rassemblement national de le dire. Moi je pense qu'un principe se défend toujours sur de mauvaises causes. Alors il y a des gens qui aiment faire étalage de vertu et montrer à quel point ils sont de grands démocrates, mais j'assume de le dire, y compris, alors que ça n'est pas à mon avantage, ça n'est jamais socialement à l'avantage de quiconque de défendre le Rassemblement national sur un point, que c'est une question démocratique fondamentale. Alors voilà, ça plaît, ça déplaît, mais ça l'est, et François Bayrou avait eu l'honnêteté de dire qu'il y avait besoin d'une banque pour la démocratie. Après, encore une fois, moi je pense que le Rassemblement national le paiera politiquement. Enfin, vous avez raison de dire, non mais ils le paieront surtout parce qu'ils sont incapables de gérer correctement leurs finances. Le parti est en permanence au bord de la faillite. Leur problème, c'est l'incompétence, et le sujet fondamental, c'est considérons-nous que les citoyens français sont des êtres majeurs capables de discerner par eux-mêmes qui est légitime ou qui est digne d'être élu ou non, ou ont-ils besoin d'être mis sous tutelle des élites? Parce que vous parliez de la situation américaine, mais ce mouvement-là, il est général. On voit bien qu'il y a un establishment qui cherche à limiter la liberté d'expression quand ça l'arrange. Et je pense à Elon Musk, un autre qui la limite aussi d'une autre manière. Moi, je défends le principe, pas les uns s'il y a beaucoup que les de parallèles à faire avec la situation aux États-Unis, on part pas forcément là-dessus. En revanche, il y a cette question d'inéligibilité avec un enjeu majeur, une peine requise de 5 ans d'inéligibilité par le parquet contre Marine Le Pen. Elle dénonce évidemment cette exclusion potentielle, on n'y est pas, de la vie politique. Je pense encore une fois, une des parties qui démontre une volonté du parquet qui est celle en réalité de me priver, et même de priver les Français, disons, de la capacité de voter pour qui ils souhaitent. En fait, c'est ça, l'objectif, c'est ça. On sent bien que tout ça avait peu d'intérêt pour le parquet. La seule chose qui intéressait le parquet, c'était Marine Le Pen. Voilà, Marine Le Pen, pour pouvoir demander, encore une fois, son exclusion de la vie politique, avec exécution provisoire, et puis le Rassemblement national pour pouvoir ruiner le parti. Et j'accueille Quentin Calmet. Bonsoir Quentin, bonsoir, bienvenue Thomas. Pour nous donner les détails de ce réquisitoire donc, et de cette peine potentielle de 5 ans d'inéligibilité. Oui, qui fait beaucoup réagir depuis hier. Effectivement, les procureurs qui ont réclamé d'ailleurs que cette peine soit même accompagnée d'une exécution provisoire, c'est-à-dire que la mesure d'inéligibilité s'appliquerait même malgré les recours comme l'appel ou le pourvoi en cassation. Ça a même été explicité par l'un des deux procureurs hier, qui s'est senti obligé de justifier de cette demande qui empêcherait donc, on le comprend, Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027 si le juge devait bien prononcer cette peine. Il a expliqué l'autorité
l'autorité judiciaire doit-elle être tenue comptable de ses effets dans la vie démocratique? C'est donc interrogé le procureur. Ouais. Non, elle ne fait que constater des comportements délictueux. La loi est la même pour tous et les peines d'inéligibilité ont été imposées par le législateur qui a entendu les sacraliser. Nicolas Barret qui a estimé que l'exécution provisoire s'imposait pour la prévention de la récidive et l'assainissement de la vie démocratique. Alors écoutez une explication, c'était ce matin sur Public Sénat. Écoutez Benjamin Morel qui a analysé cela. S'il y a une dissolution dans 8 mois, ce qui est possible, eh bien à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous représenter. Si jamais vous avez une élection présidentielle, par exemple en 2027, vous ne pouvez pas vous y présenter. Donc pour Marine Le Pen, si les réquisitions du parquet devaient être suivies, ça obère en effet la possibilité de redevenir député en cas de dissolution et de se présenter à une élection présidentielle si l'appel et le résultat de l'appel eh bien, ne sont pas rendus avant les élections présidentielles notamment. Et donc cette mesure d'inéligibilité, elle est, on va rentrer dans le détail, prévue par la loi Sapin 2. Oui, il s'agit de la loi du 9 septembre 2016 pour la confiance dans la vie politique, c'est comme ça qu'elle s'appelait, portée donc par Michel Sapin, ministre de l'économie et des finances jusqu'en 2017. Et elle prévoit donc des peines automatiques d'inéligibilité pour les élus. Le texte prévoit cependant des exceptions, mais les magistrats doivent alors motiver leur décision de ne pas rendre inéligible la personne, l'élu condamné, avec une situation, Thomas, assez extraordinaire. Les magistrats font durer les faits reprochés à Marine Le Pen jusqu'au 31 décembre 2016. La loi Sapin 2 est entrée en vigueur le 11 décembre 2016. À 20 jours près, donc, la loi ne s'appliquait pas dans cette affaire. D'ailleurs, d'après le journal Le Monde, Marine Le Pen et ses avocats ont découvert qu'ils tombaient sous le coup de la loi Sapin 2 pendant les débats au tribunal judiciaire. Ils n'avaient pas pris en compte la bonne période pour les faits reprochés à Marine Le Pen. Merci beaucoup, Quentin. Première réaction, Bruno Cotres, comment Marine Le Pen accuse le coup quand elle sort de la salle d'audience? Elle est sonnée, comment vous avez évalué ça? Les témoignages qui ont été rapportés hier de ceux qui ont assisté au réquisitoire et les images de Marine Le Pen en fin de journée la montrent effectivement, apparemment un peu sonnée psychologiquement. Je dis apparemment parce que je n'y étais pas, je ne connais pas sa psychologie, donc voilà. Mais ça produit des images où on a le sentiment que la colère est en elle, très clairement. On voit aussi sur les images des yeux qui ont l'air de traduire une très forte émotion. Et plusieurs de ceux qui ont assisté, ou de celles qui ont assisté à l'audience, disent qu'elle a semblé accuser le coup assez durement. Ouais. Frédéric Matonti, cette loi Sapin 2 qui permet potentiellement de rendre Marine Le Pen inéligible à, on l'a dit, 15 jours près, 20 jours près. Alors, on peut dire que c'est la loi. C'est encore plus complexe que ça, juste sur ce point-là très précis, pour qu'on comprenne bien. C'est-à-dire que les contrats étaient en réalité finis avant, mais par un artifice juridique, on a considéré qu'un contrat ne se finissait définitivement, admettons que vous ayez été en contrat jusqu'au 31 octobre, le Parlement européen, lui, règle le solde de tout compte 6 mois plus tard. Du point de vue du salarié, il n'a pas l'impression qu'il est toujours en contrat. Lui, il était rémunéré. Et donc les juges ont considéré que le contrat durait jusqu'au 31 décembre. Il n'y avait plus de contrat en cours à la date. Et alors donc c'est quand même ça va alimenter la suspicion d'un coup politique. Oui, il faut d'abord rappeler quel est le contexte de cette loi Sapin. C'est quand même une loi qui est votée dans la foulée de l'affaire Cahuzac, avec une volonté de moraliser la vie politique. Il faut aussi rappeler qu'elle a été votée par toute la gauche, mais par aucun républicain. Il y a quand même un certain nombre de choses à rappeler. On a vu Darmanin tout à l'heure, même s'il n'était plus député à l'époque, son parti n'a pas voté cette loi. Bon, il y a quand même des choses à préciser de ce point de vue. Alors, moi, je suis très étonnée de dire elle découvre pendant le procès que la loi va s'appliquer à son cas. Honnêtement, elle est avocate. Bon, elle n'a pas exercé beaucoup, mais elle est quand même avocate. Elle a elle a un pool d'avocats pour la défendre. Je ne crois pas du tout qu'elle découvre ce risque d'inéligibilité en cours de procédure. Je pense que ça fait partie de la mise en scène qui va se mettre en place et qui s'est mise en place dès hier soir et qui va consister justement, encore une fois, à jouer sur le complot, l'injustice, le fait que ce serait politique, la cancel culture et tout ce qu'on va entendre, et puis cette apothéose de la pétition. Et sur le principe,
de cette loi, le principe d'inéligibilité. Est-ce que vous pensez que finalement c'est un bon principe et qu'il faut le maintenir? Moi, je trouve que c'est un très bon principe. Moi, je suis pour des peines je suis pour qu'il y ait des peines extrêmement sévères. Je suis pour qu'un candidat puisse avoir un casier vierge. Je trouve pas. Enfin, voilà, il y a une véritable défiance des citoyens vis-à-vis des professionnels de la politique, et il est important que ces professionnels de la politique soient au maximum clean et exempt de tout soupçon. Qui plus est, quand on a des slogans comme « tête haute, main propre ». Donc je crois que c'est très important, et bien sûr que ça peut paraître injuste quand ça vous tombe dessus à 15 jours près, mais bon, c'est aussi lié au fait que c'est un système, comme l'a dénoncé le réquisitoire, qui a duré pendant 13 ans. Vous avez comparé tout à l'heure avec le MoDem. La somme pour laquelle le MoDem s'est retrouvé en procès est infiniment inférieure. Ouais. Elle est de 300 000 euros. Le MoDem avait beaucoup moins de députés. C'est juste arithmétique. Non, mais bien entendu, mais vous allez toujours trouver des arguties merveilleuses. Ce ne sont pas des arguties, il y a juste une incohérence profonde dans votre raisonnement. Il y a juste une incohérence profonde dans votre raisonnement. Vous expliquez que les Français attendent une exemplarité absolue, mais ils ne seraient mystérieusement plus capables, le jour d'après, d'apprécier qui est exemplaire ou non. Donc il faudrait choisir, c'est soit les Français attendent une exemplarité absolue, et donc dans leur décision de vote, ils prennent en compte le fait que quelqu'un a été condamné, ou ils sont capables d'apprécier la nature de la condamnation. Ça veut dire quoi, Jean-Sébastien Ferjou? Ça veut dire que c'est aux électeurs de choisir et pas aux juges? Et que donc pour vous, cette loi sur l'inéligibilité, elle doit être supprimée? Je pense que le principe, c'est pour ça que je vous le disais, c'est toujours sur de mauvaises causes, en quelque sorte, qu'il faut défendre un principe. C'est comme la liberté d'expression. Si vous défendez juste un truc avec lequel vous êtes d'accord, c'est juste que vous étiez d'accord. Là, moi, je me fiche du Rassemblement national en soi. Encore une fois, je pense qu'ils se sont très mal défendus, qu'effectivement, ils ont menti devant les juges, que c'est choquant d'un point de vue démocratique que des élus se permettent de mentir devant des juges. Donc, vous voyez, je n'ai aucune magnanimité pour eux. Sur le principe de l'inéligibilité, on ne parle pas de crime contre l'humanité, on ne parle pas de crime de guerre, on ne parle pas d'atteinte à la dignité des personnes. On parle... Mais c'est la démocratie, oui, au sens... Mais la loi a été votée. Mais j'ai le droit de dire qu'une loi qui a été votée... on pourrait la changer. Pardon, mais on a changé la loi sur l'avortement. Imaginez qu'avant 1975, vous ayez... Votre comparaison est quand même extraordinaire. Mais non, je vous dis juste... Mais vous ne voulez pas admettre que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Ça vous plaît, ça vous déplaît, parce que vous estimez que moralement, vous êtes supérieur aux autres. Mais il se trouve que la démocratie, c'est la loi de la majorité. Vous me prêtez des sentiments que je n'ai pas et des intentions que je n'ai pas. Il y a une loi... C'est le fond du raisonnement. C'est toujours le fond du raisonnement. Il y a une loi et cette loi s'applique. Et alors, je vous dis que je pense que cette loi vous êtes contre la loi, j'y suis favorable. Je dirais, voilà. Et pour alors, j'ai le droit de dire que cette loi... Non, mais juste d'un point de vue, parce que quand même, dans la situation politique dans laquelle nous sommes, jusqu'où voulons-nous aller pour affaiblir la démocratie? Encore une fois, moi, j'y reviens. On peut considérer que ça la renforce. Absolument, mais on le peut. Moi, je suis libéral, ce que n'est pas le Rassemblement national par ailleurs. Mais donc, je crois effectivement à la diversité des opinions. Quand vous voyez au Royaume-Uni à l'heure actuelle des journalistes chez lesquels il y a des descentes de police pour des tweets, pour des délits d'opinion, quand vous voyez qu'il y a, au Parlement européen, on a essayé de faire voter des règlements qui restreignent profondément la liberté d'expression. C'est la même chose sur les réseaux sociaux. Quand vous voyez précisément qu'il y a une espèce de tentative des élites, en quelque sorte, pour éviter que les populistes n'arrivent au pouvoir et dans laquelle, finalement, tous les moyens sont bons, est-il sain pour la démocratie de continuer à laisser entendre à des millions et des millions d'électeurs, en France comme ailleurs dans les pays occidentaux, qu'ils sont des pouilleux et que leur voix compte moins que celle des autres. Oui. Parce que mais les électeurs du Rassemblement national, ils peuvent décider par eux-mêmes si oui ou non elle mérite d'être élue ou pas. Bruno Cotresse, est-ce que cette loi finalement fait progresser notre démocratie ou pas sur l'inéligibilité? Oui, le but de la loi, c'est de faire progresser la démocratie. C'est bien que le Parlement légifère sur ces questions. Il y a différents plans d'analyse. Du côté de l'opinion, c'est moins clair. Nous, on a testé dans plusieurs séries d'enquêtes au CEVIPOF quelles sont les qualités qu'on attend d'un politique. Est-ce que c'est d'avoir le bras long pour régler des problèmes? Est-ce que c'est d'être un bon technicien compétent? Est-ce que c'est, au fond, d'être honnête? La question de la probité. Et puis, il y a la question de la proximité. En France, c'est plus la proximité que la question de la probité qui est importante. La probité, évidemment, elle arrive importante, mais c'est plus comprendre les gens, rendre des comptes sur ce qu'on fait, expliquer ce qu'on fait, être proche des gens, qui est d'ailleurs, dans les images de Marine Le Pen, l'un de ses points forts. Elle est perçue comme quelqu'un qui est proche, qui comprend les gens. Mais je reprends la... Oui, allez-y, il y a un autre temps d'analyse, qui a un principe supérieur. Le Parlement fait la loi. Si moi, demain, je suis jugé par un tribunal qui me condamnerait,
C'est au nom de la loi et au nom du peuple et de ses représentants qui ont fait la loi. Donc celui qui a fait la loi, il ne peut pas me condamner. Je ne peux pas trouver légitime cette condamnation si lui-même. Mais avant cette loi, Bruno Cotresse, il y a eu plein d'exemples dans notre vie politique d'élus ont été condamnés et réélus. Parce que c'est bon, ce que nous disait Jean-Sébastien, finalement les électeurs ne les sanctionnaient pas. C'est d'ailleurs ce que montrent les données d'enquête qu'on a produites, que la question de la probité était importante, mais qu'elle n'est pas... elle n'est pas majeure. Voilà. C'était aussi des élus souvent très implantés là où ils étaient. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a, enfin, quand on pense par exemple à ce qui est arrivé au trésorier à Emmanuelli, il a été réélu. Donc Henri Emmanuelli, ancien trésorier. Voilà, il avait payé, bon, pour une affaire. Je n'excuse pas du tout ce qui s'était passé à ce moment-là, mais il avait clairement payé en tant que trésorier. Il était dans une circonscription où il était extraordinairement bien implanté et il a été réélu relativement aisément. Bon, je suis pas sûre honnêtement que ce soit très sain pour la démocratie que ce genre de choses existe. Voilà. Bon, si vous êtes condamné, vous ou moi, si on est condamné pour un certain nombre de faits, on aura des sanctions, un casier, des choses qu'on n'aura pas le droit de faire. Moi, je suis fonctionnaire. Si j'ai un casier, je vais avoir un certain nombre d'ennuis. Allez, je vous redonne la parole tout de suite. On écoute Sébastien Chenu parce que on est en plein dans cet argument d'une justice politique. Donc écoutons Sébastien Chenu et je vous redonne la parole juste après, Jean-Sébastien Ferjou. On a bien vu que le but non avoué, mais que nous avons compris dès le début de ces audiences, c'est d'éliminer Marine Le Pen, accessoirement de ruiner le Rassemblement national pour priver les Français d'un choix démocratique. Ça veut dire que le parquet pour vous est politique là? C'est un parquet qui joue un rôle politique, bien entendu. C'est un parquet au service d'une mission politique, empêcher Marine Le Pen de pouvoir se présenter dans les Français. Sauf qu'on peut aussi dire à Sébastien Chenu, merci, je perds son prénom, que le parquet a tout simplement appliqué la loi. Et c'est pour ça que moi je mets en cause la loi. La loi elle-même. Pas la loi dans l'absolu. Cette loi-là et plus exactement cette disposition-là de la loi. Moi je comprends parfaitement que les gens soient condamnés. Vous ne respectez pas la loi, il est cohérent et logique que vous soyez condamnés. La question n'est pas celle-là. La question est celle de malgré tout. Parce que oui, la justice est parfois politique. Je peux vous dire, Thomas, que pour avoir publié Le Mur des Cons il y a 10 ans maintenant, dans un certain nombre de procédures, nous avons fait face à des magistrats qui étaient politiques. Le jour où nous aurons le temps, je vous donnerai d'exemples. Jean-Luc Mélenchon. Mais parce que c'est une réalité, je suis désolé, mais dans un état de droit, je pourrais vous donner les détails de décisions dont nous avons fait l'objet, qui étaient d'une injustice profonde. Et les magistrats ou les avocats et d'autres magistrats, d'ailleurs, nous l'ont confirmé. Donc on ne peut pas balayer d'un revers de la main le fait que parfois, et ça n'est que parfois, mais encore une fois, là, c'est même pas le cas, puisque là, c'est une inéligibilité automatique. Donc les magistrats, même si on a entendu la procureure dire « Oui, c'est vrai que j'aurais dû requérir la relaxe parce que ce contrat-là était vraiment très vieux, mais ça me faisait trop mal. » Donc, à soi seule, cette phrase-là me paraîtrait mériter un débat sur la nullité du procès. Mais encore une fois, il ne s'agit pas, ne prenons pas cette question-là par le prisme du Rassemblement national. Prenons-le par le malaise démocratique profond qui s'est installé en France comme dans les autres démocraties. Et effectivement, Bruno Cotresse le rappelait, est-ce que vous croyez que les Français préféreraient qu'on juge quelqu'un qui leur a fait perdre des dizaines de milliers d'euros sur leur facture d'énergie à cause de mauvais choix qui ont été faits, pour partie achetés par les Russes, parce qu'un certain nombre de militants antinucléaires étaient pour partie financés par les Russes, mais ça, mystérieusement, ça n'est jamais devant les tribunaux. Donc, qu'est-ce qui compte à l'arrivée dans une démocratie? C'est que les gens arrivent à obtenir le résultat pour qu'ils soient dirigés, gouvernés comme ils le souhaitent, ou effectivement, parce qu'encore une fois, rien n'empêche les gens de décider qu'ils ne veulent pas voter pour le Rassemblement national parce qu'ils ont été condamnés. De cette décision, encore une fois, potentielle, le jugement n'est pas tombé, et on n'a pas fini de commenter les conséquences de cette affaire, avec la réaction de Gérald Darmanin sur X, l'ancien Twitter. Il serait profondément choquant que Marine Le Pen soit jugée inéligible et ainsi ne puisse pas se présenter devant le suffrage universel. Combattre Madame Le Pen se fait dans les urnes, pas ailleurs. Si le tribunal juge qu'elle doit être condamnée, elle ne peut l'être électoralement sans l'expression du peuple. N'ayons pas peur de la démocratie, dit notamment l'ancien ministre de l'Intérieur. Et Sophie, vous nous dites qu'un ancien ministre ne devrait pas dire ça. En tout cas, c'est du moins ce que pense Xavier Bertrand. Ah oui, c'est vrai, c'est Xavier Bertrand qui dit ça. Le président des Hauts-de-France, ancien ministre lui-même, a beaucoup d'estime et d'affection pour Gérald Darmanin. Il n'empêche, Gérald Darmanin n'aurait pas dû dire ça. Surtout un ancien ministre de l'Intérieur a confié Xavier Bertrand, donc jeudi sur RTL. Il lui suggère d'aller au bout de sa pensée et de déposer une proposition de loi pour supprimer l'inéligibilité. Ah, il est dur à dire. Je jurerais que j'y arriverai, mais je n'y suis pas arrivé.
En attendant, a-t-il ajouté, la loi existe. La loi existe donc, elle s'applique à tous et personne n'est au-dessus de la loi. Au sein du gouvernement dans lequel Gérald Darmanin avait été pressenti, l'ambiance est tout aussi hostile. On écoute Nathalie Delattre, invitée ce matin de Public Sénat. Moi, je trouve profondément choquant de commenter une décision de justice, donc ce que je ne ferai pas. Bon, le soutien de Gérald Darmanin, il a choqué, il a peut-être surpris aussi. En tout cas, il peut avoir surpris ceux qui ont la passion des archives. Vous savez, Thomas, ceux qui ouvrent les vieux cartons dès qu'un responsable politique prend une position clivante. La une du Parisien du 15 novembre 2020, pas si lointaine donc, est consacrée à celui qui était alors le premier flic de France avec cette phrase « Le cancer de la société, c'est le non-respect de l'autorité ». Alors quoi, Gérald Darmanin participerait lui-même au développement de ce cancer? Mais d'un autre côté, si on rentre dans l'analyse, cette déclaration, elle n'est pas tellement surprenante. Non, Gérald Darmanin, il est député du Nord et député du Nord. Et depuis Tourcoing, il partage une réalité géographique, économique et sociale avec le Rassemblement national. Comme certains encore à gauche de la gauche, il veut convaincre les fâchés pas fachos, ou du moins ceux qui sont pas trop fachos. Car s'il n'est pas explicitement en pré-campagne présidentielle, il semble tout droit s'y diriger. Est-ce que vous pensez que cette déclaration, elle est populiste? Oui, mais alors elle est populiste avec un double fond autour de lui, ceux qui veulent revenir sur l'inéligibilité des élus ou dénoncent la mesure exécutoire, prétendent prévenir un plus grand mal, la trumpisation des esprits. À la fin du 19e siècle, dans La Justice, le journal de Clémenceau, le député Camille Pelletan affirmait déjà « Pauvres niais qui ne s'aperçoivent pas que cette guerre, imbécile autant qu'implacable, qu'ils font au général Boulanger est une des causes les plus sérieuses de sa popularité. » Sauf qu'aujourd'hui, la façon la plus sûre de lutter contre la montée du populisme, c'est bien que la politique ne se mêle pas de la justice et réciproquement. Merci beaucoup Sophie. On va se concentrer, il nous reste quelques minutes dans ce débat sur effectivement les conséquences politiques. La réaction de Gérald Darmanin, elle s'inscrit évidemment dans cette stratégie. Je voudrais qu'on parle de Jordan Bardella. Et je me tourne vers vous, Bruno Cotrez, parce que ça intervient, ce réquisitoire, alors qu'il est en pleine promotion de son livre. Alors on a essayé d'avoir les chiffres des ventes auprès de son éditeur, on les a pas eus, mais il semblerait qu'ils se vendent très bien. Donc on dit quoi? Il reste très populaire malgré l'échec du second tour des législatives, j'allais bien, second tour des législatives. Quand on regarde les cotes d'avenir, ce que les sondeurs appellent les cotes d'avenir, c'est les personnalités pour lesquelles on souhaiterait qu'elles jouent un rôle important à l'avenir. Tant Marine Le Pen que Jordan Bardella sont sur le podium au niveau national, avec Édouard Philippe. Au sein, évidemment, des sympathisants du RN, ils sont tous les deux très, 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 très hauts en termes de popularité, de sympathie. Donc Jordan Bardella, effectivement, on a le sentiment que pour le moment, dans les mesures d'opinion, en tout cas à ce niveau-là de mesures de l'opinion, il n'a pas été touché du tout par le deuxième tour des législatives. Il faut quand même rappeler un élément sur les élections législatives. Le RN a perdu en siège, c'est le NFP qui a gagné en siège, mais le RN a gagné en voix, les deux tours, y compris le deuxième, et avec une marge de manœuvre importante. Il y a pas loin d'1 million de voix qui séparent le RN du deuxième tour, du NFP du deuxième tour. Donc l'électorat, les sympathisants, j'imagine, a plutôt cette image-là de Bardella qui continue d'incarner la gagne, la nouvelle génération, le franc-parler qu'il a. Voilà. Donc je pense que pour le moment, et puis là, il est hors champ. Sur la scène du tribunal, il est hors champ. Lui, pendant ce temps-là, il a son bouquin qui paraît. Effectivement, apparemment, moi, c'est les données que j'avais, que les premiers retours de vente semblent que ça commence à pas mal marcher. Est-ce que ça ira jusqu'aux 150 000, je crois, exemplaires qu'ils ont imprimés? Mais voilà, donc ça va peser inéluctablement, si Marine Le Pen devait avoir une condamnation très sévère, ça va poser un sujet au RN qui est est-ce que c'est le passage de témoin? Alors c'est peut-être trop tôt pour se poser la question, et je vais vous poser la même question à tous les deux. Frédéric Matanti, pour commencer, est-ce qu'il a les épaules, le poids politique, la densité, je ne sais pas quel terme employer, pour éventuellement succéder à Marine Le Pen? Non, alors, si je ne m'abuse, là, il me semble qu'elle avait dit qu'elle ne serait pas candidate à une 4e élection présidentielle. Ah. Ça, c'est toujours des promesses. Oui. Qui n'engagent que voilà. celles et ceux elle l'avait dit. Non, mais peu importe. Donc, c'est sûr qu'il se retrouve de fait en pôle position. Même si, encore une fois, il est apparu et pas à son avantage au moment du procès. Est-ce qu'il a les épaules? C'est très compliqué de savoir, parce qu'il est quand même un produit de serre de la famille Le Pen. Donc, on ne sait pas ce que ça donnera. Il a une image qui est parfaitement construite
est parfaitement bien construite. Bon, il y a un certain nombre de livres qui montrent que tout ça est quand même un très beau storytelling. Est-ce que ça tient sur la longueur? Je ne sais pas. Après, ça pose le problème des électeurs. Très honnêtement, si elle est condamnée et si les autres du parti sont condamnés à l'inéligible, je ne vais même pas essayer. Très bien. Je pense que le cœur de l'électorat RN, ça ne le changera pas. Hein. Il vit dans une dimension où il est persuadé que ces complots politiques existent. Bon. Donc ça, c'est l'effet Trump dont on parlait. Ça a plutôt boosté le retour au premier plan de Donald Trump aux États-Unis, les procès. Ça pose aussi tout le problème de la lenteur de la justice pour Trump. Hein. Bon, mais en revanche, ça peut jouer sur les marges, c'est-à-dire sur des électeurs qui peuvent être tentés, qui pourraient être tentés de voter RN et qui voient un parti qui finalement, alors non seulement n'est pas plein de probité, mais qui est aussi relativement incompétent. C'est aussi ça. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui est apparu dans le procès. Après, bon, il va y avoir tout le jeu parlementaire qu'on ne mesure pas encore. Parce qu'on savait que le RN n'allait pas tant que le réquisitoire n'était pas tombé, tant que le jugement n'était pas tombé, le RN ne pouvait pas jouer le jeu de la dissolution, si tant est qu'il ait envie de le jouer. Ou de la censure, en tout cas. Ou de la censure, oui. Ouais. De la dissolution. Donc, et donc, en fait, derrière, la question, c'est maintenant... Est-ce qu'ils vont changer de stratégie? Effectivement, c'est une dimension intéressante. Ils ont intérêt à garder cette stratégie qui consiste, en fait, à être un soutien assez efficace du gouvernement en place, en réalité, puisque si inéligibilité il y a, eh bien, Marine Le Pen, elle ne perdra pas son siège. Il ne faut pas oublier ce petit détail. Elle ne perdra pas son siège de député. Oui, sauf s'il y a de nouvelles élections. Voilà, s'il y a de nouvelles élections, elle ne pourrait pas se représenter. Parce qu'il n'y a pas de déchéance du mandat. Hein. La stratégie d'un Jordan Bardella dans l'hypothèse d'une condamnation de Marine Le Pen à une peine d'inéligibilité, Jean-Sébastien Ferjou. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ce que Marine Le Pen elle-même en a dit pendant le procès. Alors, on peut dire que c'était uniquement l'argument face au juge pour dire, regardez, le vertige démocratique, la responsabilité. Mais enfin, elle a quand même dit, vous allez priver 11 millions d'électeurs français de leur représentation. On ne peut pas faire abstraction du fait qu'en creux, ça veut dire, et Xavier Bertrand le relevait lui-même dans son argumentaire, il disait, mais qu'ils arrêtent de dire qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Ben si, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas d'autres candidats. Et c'est ce qu'en pense Marine Le Pen. Non, mais c'est ce qu'elle en pense, elle. C'est ce qu'elle en pense. C'est ce qu'elle en pense. Peut-être pas les électeurs. Moi, je vous dis que la rupture entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, elle est écrite. Elle est déjà écrite. De toute façon, Jordan Bardella est sur une trajectoire autre politiquement. Il n'est pas raccord avec ce qu'est le rassemblement de Marine Le Pen. Ça n'est pas la même ligne politique. Et en l'état, il n'a pas les épaules. Donc ça ouvre un paysage politique, mais ça fait des mois et des mois que j'en parle, parce que cette question de l'inéligibilité de Marine Le Pen, elle était écrite depuis le départ dans ce procès-là. On pouvait la lire dans la décision du procès Bayrou, c'était écrit. Et donc quand vous acceptez cette idée-là que Marine Le Pen pourrait bien être empêchée, que se passe-t-il derrière? Moi, je vous dis que Jordan Bardella n'est pas capable d'être élu seul, donc ça ouvre la question, y aura-t-il quelqu'un pour s'allier avec un RN qui serait porté par Jordan Bardella? Et Jordan Bardella, quand vous lisez son livre, il est dans autre chose que ce qu'est le Rassemblement national des Le Pen. Il est dans une stratégie d'ascension sociale. Il est en quelque sorte une espèce de Gianfranco Fini, vous savez, ce ministre italien qui avait commencé à l'extrême droite, qui a fini au centre droit parce que précisément il s'était notabilisé. Jordan Bardella, c'est ça. Ça n'est pas la même chose que l'électorat populaire du Rassemblement national. On le voit dans ses rapports avec les chefs d'entreprise. On voit qu'il est plus libéral que le reste du RN. Moi, je vous dis, la rupture, elle est déjà écrite. Le meilleur candidat de l'Union des droites ? Je ne sais pas si c'est un candidat... en tout cas, ils l'ont complètement planté avec Éric Ciotti, mais je pense que la question qui est devant eux, c'est celle-là. Et la question, tiens, je vous donne le mot de la fin, Bruno Cotresse, effectivement, du destin du gouvernement Barnier. C'est-à-dire, est-ce que ça lui donne un peu plus de longévité, paradoxalement? Quelle responsabilité vous me donnez? C'est tellement mystérieuse pour tout le monde. On voit qu'il y a tellement de difficultés pour Michel Barnier. Au fond, il n'y a pas que la difficulté d'une éventuelle motion de censure suite à un 49.3. La principale difficulté de Michel Barnier, c'est numéro 1, la question de la légitimité de ce qu'il nous dit, de ce qu'il nous explique. C'est comme si, au fond, la crise budgétaire, ou en tout cas les problèmes budgétaires que nous avons, était pour le moment le meilleur vecteur de légitimité, parce que Michel Barnier, il n'est pas directement issu des urnes. Donc il a ce problème depuis le début. Donc essayer de construire une légitimité, parce que ça se construit la légitimité, mais essayer de la construire sur des annonces négatives, c'est pas évident. Est-ce que ce qui se passe peut inciter Marine Le Pen à attendre avant d'appuyer sur le bouton censure? Oui, sans aucun doute. Sans aucun doute, puisque appuyer sur le bouton, c'est provoquer des... c'est pas tout de suite provoquer des élections. Tant qu'on n'est pas début juin, il n'y a pas d'élection. C'est juste un gouvernement. Donc c'est en ça où c'est
c'est intéressant et où ça va ouvrir une période de plusieurs mois, d'autant que apparemment le jugement devrait intervenir au printemps, février, mars, quelque chose comme ça. Donc comme si la situation politique était déjà pas suffisamment compliquée. Très vite. Mais vraiment d'un mot, le seul enjeu n'est pas que le Rassemblement national se pose la question de la dissolution, mais qu'il crée une crise politique pour faire partir Emmanuel Macron. Parce que le vrai calendrier qui joue pour Marine Le Pen, c'est pas celui des législatives. Elle s'en fiche un peu d'être députée ou non, c'est celui d'une présidentielle. Bon, on prend une grande respiration. 1, 2, 3. Inéligibilité. Allez, on l'a tous dit. Merci beaucoup. Je rappelle, Frédéric Matonti, le titre de votre livre, Le genre présidentiel, livre qui est publié aux éditions de La Découverte. Merci encore et à bientôt sur Public Sénat.